Bonjour et bienvenue sur les Minutes Oxygénantes, le rendez-vous où santé naturelle et bien-être s'unissent pour vous offrir des solutions concrètes et innovantes. Olis et ses experts vous emmènent au cœur d'un sujet essentiel, l'oxygénation cellulaire, la revitalisation de l'organisme et la méthode Boulder-Jacquier. Au fil des épisodes, nous aborderons différentes thématiques où l'oxygénation des cellules se trouve être un véritable pilier. Que vous soyez donc en quête de nouvelles solutions naturelles pour améliorer votre santé globale ou simplement curieux d'en savoir plus, vous êtes au bon endroit. Aujourd'hui, nous plongeons dans un sujet primordial pour notre équilibre quotidien, nos défenses naturelles. Avec nous, Sylvie Rébriand, naturopathe hygiéniste. Nous allons voir ensemble les mécanismes de nos défenses naturelles et découvrir comment améliorer notre résistance grâce au Boulder-Jacquier. Bonjour Sylvie. Bonjour Jessica. À l'approche de l'hiver, on parle beaucoup de défense naturelle ou d'immunité. Notre corps est quand même bien fait puisqu'on a un système de défense qui, en règle générale, est efficace, mais pas infaillible. Oui, nous venons au monde avec une immunité naturelle qui nous est d'ailleurs bien utile puisque nous vivons constamment dans un environnement microbien. Nous vivons dans un monde de micro-organismes, nous sommes leurs hôtes et réciproquement, nous en hébergeons également beaucoup. Il faut savoir que notre organisme comporte beaucoup plus de bactéries que de cellules. Certains de ces micro-organismes sont absolument essentiels à la vie, tandis que d'autres la menacent, d'où la présence dans chaque être vivant, végétal, animal ou humain, d'un système de défense naturelle. Et celui de l'humain est particulièrement perfectionné. Tout système défensif a néanmoins ses failles et toutes les luttes ne se terminent pas forcément par une victoire. C'est pourquoi nous avons tout intérêt à prendre grand soin de nos défenses, d'autant plus que des moyens existent pour les soutenir. Est-ce que tu peux nous décrire ce système immunitaire et son fonctionnement ? Avec plaisir. Le système immunitaire, c'est avant tout un gardien qui doit premièrement reconnaître et contrôler ce qui appartient à l'organisme, ce qu'on appelle le soi, et puis deuxièmement, lutter contre les agressions extérieures, ce qu'on appelle le non-soi. Il assure la protection du corps contre toutes sortes de pathogènes comme les virus, les bactéries, les parasites, les moisissures, les levures. Il assure aussi des combats beaucoup plus longs et plus complexes contre des pathologies bien plus lourdes. Je vais maintenant présenter rapidement les différents niveaux de défense entre l'organisme et le milieu extérieur. D'ailleurs, Jessica, tu penses à quoi en premier lieu ? Qu'est-ce qui me protège du milieu extérieur ? C'est une bonne question. Alors, ce qui me vient tout de suite à l'esprit, c'est la peau, mais je ne sais pas si elle fait partie du système immunitaire. Alors, ce qui est certain, c'est que la peau fait partie de nos défenses naturelles. Quant à dire si elle fait partie ou non du système immunitaire, on peut toujours discuter là-dessus. Je dirais en partie oui, en partie non. Alors, en tant que couche protectrice de l'organisme, qui représente entre 1 et 2 mètres carrés de surface de contact avec le milieu extérieur, elle constitue en effet une barrière d'ordre mécanique à partir du moment où son intégrité reste intacte. On sait par exemple qu'une coupure ou qu'une blessure, même légère, constitue des brèches qui permettent alors aux microbes de passer directement dans le sang. On sait également que le principal danger qu'encourent les grands brûlés, qui sont brûlés sur de grandes surfaces de peau, ce sont les risques de septicémie, c'est-à-dire d'infection généralisée, puisque la peau ne peut plus jouer ce rôle de barrière mécanique. D'un autre côté, la peau a aussi un aspect de protection physico-chimique et de ce fait, on pourrait la rattacher au système immunitaire puisque à la surface de la peau se trouve une flore microbienne extrêmement intéressante qui joue un rôle non négligeable dans l'immunité. Donc, j'ai évoqué la flore microbienne cutanée, mais également le sébum. Et ce sont des barrières que nous avons intérêt à préserver et évitons donc au quotidien de les décaper avec des nettoyages beaucoup trop intempestifs. C'est le conseil que je pourrais donner en tant que naturopathe. Alors, à la barrière de la peau, je voudrais ajouter également le rôle des différentes sécrétions du corps, comme le mucus, la salive, les larmes et le suc gastrique, qui tiennent un rôle non négligeable dans notre système de protection. Par exemple, le mucus va engluer et puis évacuer l'intrus, tandis que le suc gastrique, quant à lui,
grâce à son pH extrêmement acide, est capable de détruire un grand nombre de pathogènes. Cette première ligne de défense naturelle n'est en fait que l'aspect le plus visible de l'ensemble de nos défenses. Ok, mais si je suis entourée de personnes malades, est-ce que ce sont ces défenses-là qui vont me protéger ? Non, pas seulement. C'est là qu'intervient la seconde ligne de défense du système immunitaire, cellulaire et humoral. Dans le corps, ce système immunitaire interne forme un réseau complexe dans lequel les globules blancs ou leucocytes jouent le premier rôle. Ces globules blancs se forment dans la moelle osseuse, ensuite ils colonisent tous les tissus de l'organisme, mais on va les retrouver principalement en très grande quantité dans ce qu'on appelle les organes lymphoïdes. Les organes lymphoïdes sont la rate, les amygdales, les ganglions lymphatiques, le thymus par exemple, où les globules blancs vont se stocker, séjourner, mais aussi s'activer et maturer. On va retrouver également ces globules blancs défenseurs dans tout le réseau lymphatique, c'est-à-dire le circuit où circule la lymphe, qui est un liquide blanchâtre, qui circule très lentement dans le corps et qui est composé essentiellement de déchets métaboliques, mais aussi de cellules immunitaires. Si je comprends bien, le système immunitaire est actif dans tout le corps pour neutraliser les agresseurs sans que je m'en aperçoive. Alors pourquoi je vais ressentir une douleur dans une zone bien précise, comme par exemple avoir les ganglions au niveau du cou qui vont être douloureux et enflés ? C'est juste parce que le système immunitaire, à ce moment-là, se mobilise plus fortement contre un agresseur. Ça se manifeste alors par une réaction inflammatoire. Cette réaction inflammatoire fait partie intégrante du processus immunitaire. Je voudrais quand même revenir sur un point essentiel qui est celui du travail silencieux effectué par nos globules blancs. Parmi ces globules blancs, une catégorie bien particulière, les cellules NK pour Natural Killers, s'occupe en permanence d'identifier et de détruire les cellules tumorales naissantes. À retenir quand même. Alors Sylvie, on a deux types d'immunité, l'immunité innée et l'immunité acquise. Est-ce que tu peux nous expliquer la différence ? Oui, alors l'immunité innée, dite aussi naturelle ou non spécifique, est la plus immédiate. Elle s'attaque à tout agresseur qui est identifié comme étant le non-soi. Elle fait appel au plus gros du bataillon de nos leucocytes, à peu près les 3/4 des leucocytes, comme les grandes parties des neutrophiles, des macrophages, mais aussi les cellules NK dont on a parlé. Quant à l'immunité acquise ou adaptative ou spécifique, c'est celle qui va se forger au fil des ans et notamment durant toute l'enfance, mais également aussi à l'âge adulte. Cette immunité requiert la compétence du quart restant des leucocytes, donc les lymphocytes B et T. Sa caractéristique, c'est d'être beaucoup plus lente à se mettre en place, d'être spécifique, c'est-à-dire ciblée sur un fauteur de troubles bien particulier, et surtout d'avoir une mémoire. Ce qui fait que l'adulte qui, par exemple, a contracté la varicelle pendant son enfance, ne doit normalement pas développer la varicelle par la suite. Ces cellules particulières, les lymphocytes B et T, ont aussi une durée de vie relativement exceptionnelle, de l'ordre de plusieurs années à plusieurs dizaines d'années, voire à toute une vie. Et c'est d'ailleurs sur ce principe qu'est basée la vaccination. Et est-ce que je peux évaluer mes défenses naturelles par une prise de sang ? Oui, bien sûr. Quand on sort du laboratoire avec son analyse entre les mains, on va retrouver le pourcentage relatif et le nombre absolu des leucocytes. Leurs noms nous sont relativement familiers. On va retrouver les polynucléaires neutrophiles, les basophiles, les éosinophiles, mais aussi les monocytes macrophages, les lymphocytes B et T, etc. On peut aussi mesurer sur une analyse le taux des immunoglobulines, le taux de CRP ou le taux de vitamine D, ce qui est toujours intéressant pour mesurer la qualité ou le potentiel de nos défenses immunitaires. Mais ces analyses ne donnent qu'une vue partielle des défenses immunitaires et il faut interpréter tous ces résultats dans un contexte global de santé, naturellement. Et dans ce cas, quels sont les facteurs qui sont défavorables et à contrario ceux qui sont favorables à l'immunité ? Bon, alors je vais commencer par les facteurs défavorables et en premier lieu par la mauvaise oxygénation. L'oxygène est le premier besoin des cellules.
à partir du moment où on manque d'oxygène, aucune de nos cellules n'est capable de fonctionner correctement. J'ajoute à cela qu'une cellule immunitaire, lorsqu'elle est activée pour donner une réponse à un agresseur, va avoir des besoins en oxygène multipliés par 10 ou par 20 par rapport à ses besoins en temps normal, ce qui est quand même énorme. Pour le coup, le déficit d'oxygène est un facteur extrêmement défavorable à la lutte contre les agents pathogènes dans leur ensemble. C'est un premier point. Je voudrais citer également le manque de sommeil, mais aussi une mauvaise alimentation, une alimentation pauvre en vitamines, pauvre en micronutriments, les excès alimentaires également. Je voudrais citer le surmenage physique ou intellectuel. Un autre facteur extrêmement important, c'est le stress chronique, l'anxiété, les idées noires qui nous affaiblissent physiquement. J'y ajoute également les stress aigus, liés par exemple à un choc violent, à un accident, à une chute ou à une frayeur intense. J'y ajoute bien sûr la sédentarité qui entraîne une circulation sanguine et lymphatique ralentie. Et quand on dit circulation lymphatique ralentie, on en conclut stagnation des déchets et cellules immunitaires peu stimulées. J'ajoute aussi à ces facteurs défavorables certaines périodes charnières de la vie, comme l'adolescence, la grossesse, la ménopause, où ce sont des caps où l'organisme est généralement assez fragilisé. Et puis dans une moindre mesure, je voudrais citer au moment de l'hiver, le chauffage qui assèche l'air et qui rend notre mucus nasal moins efficient. Et puis je vais terminer par le dernier facteur, malheureusement ce n'est pas le moindre de ces facteurs, c'est le vieillissement de l'organisme, qui est un facteur, qui est un phénomène inéluctable d'immunosénescence. Ah, bah c'est très réjouissant tout ça. Eh ben écoute, enchaîne donc sur les éléments favorables, ça nous remontera un petit peu le moral. Mais bien sûr, Jessica, il suffit de reprendre l'énumération précédente et de placer en regard les éléments favorables à une bonne immunité. Et en première ligne, je vais mettre la bonne oxygénation. Mais également, il faut penser à une gestion correcte du stress et des émotions, à une alimentation saine, à un sommeil suffisant et de qualité, une hydratation également suffisante et de qualité, et puis, bien sûr, à l'exercice physique modéré et régulier. Donc nous, le cœur de notre sujet, c'est l'oxygénation des cellules. J'aimerais que tu nous donnes plus de détails sur ce point-là. L'oxygénation cellulaire, c'est un mécanisme aussi vital que délicat. Il ne repose pas seulement sur une bonne ventilation au niveau pulmonaire, il implique que l'oxygène capté se diffuse ensuite correctement jusqu'au cœur des cellules. Et c'est avant tout une question d'assimilation. Donc s'il s'agit d'une question d'assimilation, ce n'est pas une question de quantité d'oxygène dans l'air, puisque tu vas nous le confirmer, il y a toujours 21% d'oxygène dans l'air ambiant que nous respirons. Alors qu'est-ce qui entrave l'assimilation et qui crée cette sous-oxygénation au niveau des cellules? Alors, les facteurs limitants sont nombreux, ils nous concernent tous. Je les ai répertoriés en 4 ou 5 facteurs principaux. Pour certains, ce sont les mauvaises habitudes de vie, mauvaise hygiène de vie, mais pour tous, ce sont les pollutions dans leur ensemble, les pollutions de toute nature, mais ensuite le stress et l'anxiété, le vieillissement naturel du corps et un état de santé dégradé. Ce qui fait que nous sommes tous, de manière chronique, dans un état d'hypoxie, donc de sous-oxygénation chronique, qui peut être plus ou moins perceptible, mais ce déficit, même s'il est léger, du fait de sa chronicité, va entraîner à la longue des dégâts cellulaires importants qui nuisent à l'ensemble des cellules et bien sûr aux cellules immunitaires dont nous parlons aujourd'hui. D'accord. On sait que le bol d'air Jacquier apporte une solution à cette sous-oxygénation. En quoi cette méthode peut-elle nous aider? Le bol d'air est une méthode unique d'oxygénation cellulaire, naturelle et vitalisante, pourvoyeuse d'une meilleure énergie et antioxydante. Les propriétés à la fois oxygénantes et antioxydantes du bol d'air ont été démontrées dans une thèse de biochimie soutenue en 2008. Concrètement, le procédé a été mis au point en 1947 par le chimiste René Jacquier. Il s'agit d'inhaler des porteurs naturels d'oxygène
issu de la transformation de l'huile essentielle de résine de pin. Au moment de l'inhalation, l'oxygène s'associe plus facilement à l'hémoglobine que l'oxygène seul. Le complexe qui est ainsi formé libère plus facilement l'oxygène dans les tissus. Dans la pratique, le bol d'air Jacquier trouve son efficacité dans la régularité des séances. Il est donc utilisé en hygiène de vie. Il est intéressant de faire plusieurs courtes séances dans la journée pour relancer le métabolisme. Il est utilisé à domicile par les particuliers et également par les professionnels. Sylvie, toi tu l'utilises dans ces deux cadres-là? Absolument. Je l'utilise à titre personnel quotidiennement depuis bientôt 15 ans en prévention pour rester au mieux de ma forme. Mais je l'intègre également à titre professionnel avant et après un soin pour avoir constaté qu'il entrait en synergie avec toutes les autres pratiques existantes. C'est pas un médicament, c'est une approche de santé intégrative qui potentialise les effets des traitements naturels ou classiques. Je crois que tu as tout dit. Pour terminer, est-ce que tu nous révélerais ta routine personnelle pour stimuler ton immunité? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Bien entendu, en tant que naturopathe, j'ai adopté depuis très longtemps une alimentation saine, mais qui reste quand même une alimentation plaisir malgré tout. Je conserve un mental positif. Je pratique des exercices physiques régulièrement en plein air. Et puis, pour donner une pratique quotidienne, dès le lever, je mets en route le bol d'air et je fais une séance. Je procède, pendant que je me prépare, à un brossage à sec de tout le corps, de la peau, pour stimuler la circulation lymphatique avec une brosse douce. Très régulièrement, je vis le plus souvent possible à l'extérieur, où je marche, où je jardine. Et la journée terminée, je finis par un bol d'air. Allez, allons faire un bol d'air. Merci Sylvie. Merci à tous de nous avoir écoutés. On espère que ce podcast vous a plu. Pour rester au courant de nos actualités, n'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux ou à vous abonner à notre newsletter. On vous dit à très vite pour un autre épisode.